Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Ravi de vous retrouver en ce premier jour de décembre. Toutes nos excuses pour ce retard. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Un virus plus actif et des facteurs aggravants. Les cas de sida en Polynésie sont en hausse. En cette journée mondiale de lutte contre le VIH, nous irons à l'université où les étudiants ont pu se faire dépister. Certains avouent avoir encore aujourd'hui des comportements à risque. Pourquoi? Comment lutter plus efficacement? Le docteur Nguyen, responsable du centre de consultation des maladies infectieuses et tropicales, répond à nos questions ce soir. Que s'est-il passé le 25 janvier 2023 à FAA? C'est ce que vont devoir tenter de déterminer les jurés de la cour d'assises. Un procès pour meurtre à coups de couteau s'est ouvert ce matin. L'accusé, un homme bipolaire et psychologiquement fragile, sera jugé sur 3 jours. Nous irons également à cette grande collecte de dons pour venir en aide aux familles victimes de l'éboulement à Haiti. Vêtements, denrées alimentaires, dons en numéraire. La solidarité est en marche à Tagarapu-Est, alors que dans le même temps, une veillée a lieu en ce moment même pour 3 des 8 victimes de ce drame. Nous rejoindrons en direct Méré Théato depuis la salle paroissiale de la Mission. Et puis restez avec nous, un deuxième invité ce soir, Nathalie Salmon-Udry, la déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, vient nous parler de la journée internationale des personnes en situation de handicap. Les progrès sont immenses, mais l'épidémie est toujours présente. En Polynésie, les cas de sida sont même en progression. 25 nouvelles contaminations au VIH enregistrées depuis le début de l'année. Un chiffre en hausse et des facteurs aggravants. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nos équipes se sont rendues à l'université de Polynésie où un dépistage avait lieu. Avant d'en parler avec notre invité, voyez donc ce reportage de Thomas Chabrol et Tawiti Taunimwa-Moussan. Le manque de protection, les partenaires multiples, les rencontres anonymes sur les réseaux, autant de facteurs qui rendent le virus du VIH difficile à contenir au Fénois. À l'université, certains étudiants avouent avoir des comportements à risque. Je ne me protège pas du tout et je ne dis pas que je ne suis pas protégé. Oui, je prends des risques. On a plus fait de bêtises que rapport protégé, ça c'est la jeunesse. Mais bon, du coup, là, on essaye de retourner dans le droit chemin et de prendre les précautions pour ne pas être malade. En ce 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le sida, une campagne de sensibilisation et de dépistage est proposée à l'université, ainsi que des distributions de préservatifs. Ces étudiants franchissent le pas pour faire un bilan de leur état de santé. Ce dépistage gratuit, rapide et anonyme vise à sensibiliser cette génération sur l'ensemble des IST et orienter ces jeunes vers des professionnels en cas de contamination. On continue tout au long du mois de décembre. Il faut savoir qu'il y a des dépistages gratuits dans toutes les structures de la santé. Il y a nous au CMIT, il y a le Whare Tamaha, où les dispensaires peuvent faire des dépistages gratuits. Donc oui, il ne faut pas hésiter. Dès qu'on a un risque au niveau sexuel, quel que soit le risque, il faut au moins se renseigner, voir si on est dans les délais pour se faire dépister, etc. Mais il faut voir un professionnel de santé, il faut se faire dépister. Les services de santé enregistrent 25 nouvelles contaminations au VIH depuis le début de l'année. Un chiffre très certainement sous-estimé au regard des comportements. Mais un autre sujet inquiète l'association Agir contre le sida, l'usage de seringues pour un partage de sang entre personnes consommant de l'ice. Au Fidji, plus de 1200 contaminations ont été recensées en 6 mois et 3000 sont attendues d'ici la fin de l'année. Il faut déjà anticiper les choses pour bloquer un peu certaines situations. Donc, par exemple, la vente des seringues ou l'accès aux seringues, qui aujourd'hui est assez large. On n'a pas vraiment de restrictions là-dessus. Face à une situation préoccupante et la crainte que le nombre de malades continue de grimper, l'association souhaite relancer des campagnes de prévention auprès des jeunes et plus largement destinées à l'ensemble de la population. L'urgence est aussi d'élargir l'offre de dépistage et de garantir un traitement interrompu des soins pour les malades.
Et nous recevons donc ce soir le docteur Nguyen. Bonsoir Yorana. Yorana. Merci d'être présent ce soir. Vous êtes donc le responsable du Centre de maladies infectieuses et tropicales. Les chiffres de contamination, on l'a dit, ont doublé ces dernières années. 26 nouveaux cas en 2024, 25 cette année alors qu'elle n'est pas terminée. On l'a vu dans le reportage, les comportements à risque chez les jeunes se poursuivent. Comment explique-t-on une telle situation ? Disons qu'on avait craint depuis 2015-2016 avec l'augmentation de l'incidence des autres IST. Et on sait que comme les autres IST sont plus contagieuses, le VIH va arriver vers la fin parce qu'il est un petit peu moins contagieux que les autres. Donc du coup, on s'attendait, mais on ne s'attendait pas à cette dynamique. Il y a clairement un changement de la dynamique de cette pandémie ici sur le territoire. On a constaté différents paramètres convergent vers la même conclusion. Il y a une augmentation réelle de nouveaux cas. Non seulement, ce n'est pas parce que le virus est plus contagieux ou plus actif, c'est simplement que l'environnement relationnel, sociétal et technologique ont changé. On parlait des réseaux sociaux justement. Absolument. Dans le et donc reportage. Du coup, actuellement, vous savez très bien comme moi, la sexualité humaine est extrêmement inventive. Et donc du coup, maintenant, on a beaucoup d'échanges sexuels anonymes. Et lorsqu'on détecte un nouveau cas, c'est très difficile pour nous de remonter à la source pour essayer de mitiger la propagation de l'infection. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont exposées mais qui ne le savent pas, Absolument. qui sont donc contagieuses finalement. C'est ça. C'est-à-dire ils ont des rapports non seulement avec un partenaire, mais avec multiples partenaires dont ils n'ont absolument aucune coordonnée, ni d'identité, ni quoi que ce soit pour qu'on puisse retracer et recontacter ces personnes-là pour les dépister et les soigner en cas échéance. Et au contraire, il y a ces personnes qui savent qu'elles sont porteuses du VIH, mais qui continuent d'adopter des comportements à risque. De quel comportement on parle concrètement ? Absolument. Et je pense à un cluster, c'est-à-dire un groupe de personnes qui sont infectées par le même virus, parce qu'on a une analyse assez précise là-dessus. Et actuellement, ce groupe de personnes, on a dénombré à peu près une quarantaine de personnes. Et ils sont tous reliés les uns aux autres. Et notamment, on a des travailleurs du sexe qui se trouvent être en même temps addicts à l'ice et qui ont besoin d'avoir des revenus pour acheter de l'ice, et donc par des échanges tarifaires. Et ensuite, comme ils sont atteints aussi par des problèmes psychiatriques, ils ne se soignent pas. Donc du coup, eh bien, ils continuent à contaminer d'autres personnes. Donc ce serait aussi ce public qu'il faudrait peut-être plus avertir. Absolument, c'est un problème très complexe parce que nous n'avons absolument aucun moyen coercitif pour obliger les gens à se soigner, d'autant plus qu'ils ont des problèmes notamment psychiatriques, et donc la régularité des traitements n'est pas assurée, et donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un appel aussi peut-être au pays à trouver des solutions, à s'emparer du problème. Absolument, on a différentes approches qui permettent de mitiger un petit peu la propagation de ce virus, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se mette autour d'une table pour discuter des moyens et comment mettre en œuvre, comment coordonner ces actions. Et on l'a entendu, des comportements à risque aussi admis par ces étudiants dans le reportage. Est-ce que finalement, cette évolution dans les chiffres montre aussi que le sida, finalement, il ne fait plus peur, puisque aujourd'hui, les traitements ont évolué ? C'est complètement exact parce qu'avant 1996, quand on vous dit que vous avez ce diagnostic, c'est une sentence de mort. Actuellement, ce n'est plus le cas. Et donc, du coup, il y a un relâchement parce que les gens se disent, bon, après tout, c'est qu'une maladie chronique comme les autres, ce n'est pas grave, je ne vais pas faire attention. En gros, c'est ça. Et donc, c'est vrai qu'on a fait des progrès. C'est vrai que l'espérance de vie de nos patients sont pratiquement les mêmes que s'ils n'étaient pas infectés, s'ils sont bien suivis et traités. Mais du coup, la perception de la maladie change aussi. Et donc, du coup, les gens font moins attention. Et pourtant, il y a quand même peut-être des problématiques beaucoup plus graves qui pourraient arriver chez nous, puisqu'on entend cet autre comportement très troublant rapporté par l'association Agir contre le sida, celle qui consiste à se transfuser du sang d'une personne sous ice pour profiter des effets de la drogue, une pratique qui se fait à Fidji, où les cas ont explosé. Faut-il s'en inquiéter chez nous en Polynésie ? Je suis extrêmement inquiet. Parce que déjà, rien qu'avec la voie sexuelle, on a des difficultés. Si la voie intraveineuse arrive, on aura beaucoup de difficultés. Oui. Surtout que c'est une situation assez inédite. Cette voie de contamination, et de par l'inoculum, c'est-à-dire la quantité de virus potentiels qu'on s'injecte dans le corps, ce n'est pas comme une drogue intraveineuse normale. Là, on injecte du sang exprès.
Et donc la quantité de virus est potentiellement plus grande. Et donc je ne sais pas, il falloir que je me documente parce que je ne suis même pas sûr que le traitement préventif pour ne pas attraper le VIH fonctionne dans ce cas-là. On ne sait pas. Il n'y a absolument aucune donnée. Vous l'avez dit, il y a eu une sorte de relâchement finalement sur la prévention, sur la sensibilisation. C'est cela qu'il faudrait remettre en place, des campagnes de sensibilisation, comme c'était le cas il y a quelques années. Oui, je pense qu'il faut reprendre les bases, mais en plus de ça, il faut être innovant parce que actuellement, les réseaux sociaux, etc., diffusent des comportements et des pratiques. Et si on n'utilise pas ces nouveaux moyens, on n'arrivera pas à écoper, à régler ce problème. À régler ce problème. Merci beaucoup, Dr Nguyen, d'avoir été sur notre plateau ce soir. Et je précise qu'il y a aujourd'hui 210 personnes atteintes du VIH en Polynésie. Merci encore à vous. Merci, madame. Il comparaissait aujourd'hui au tribunal de Papeete. Le chauffard qui avait traîné sur une dizaine de mètres un policier le 15 octobre dernier comparaissait devant la justice cet après-midi. Il est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont un refus d'obtempérer, exposant un agent à un danger de mort, délit de fuite ou encore conduite sans permis. L'avocat du prévenu a demandé l'annulation des poursuites au motif que le contrôle de police était irrégulier. Écoutez à ce propos la réponse de l'avocat des parties civiles, Maître Elec. Il est au micro de Sam Teinaouri et Laure Philibert. Tout simplement, ils ont opéré leur contrôle sur réquisition de Madame la procureure de la République et sur les directives de Monsieur le directeur de la police nationale. Donc, il n'y a pas, à mon sens, il n'y a pas de nullité à ce niveau-là. Et de toute façon, même si on considérait que le contrôle routier était irrégulier, ce qui, à mon sens, ne l'est pas, ça ne changerait rien au dossier, puisqu'on est, je le rappelle, en matière de violence volontaire avec arme par destination sur un policier, tout simplement. Donc que le contrôle routier soit régulier ou irrégulier, ça ne change rien au fond du dossier. Et le chauffard cumule déjà 11 condamnations sur son casier judiciaire. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Que s'est-il passé le 25 janvier 2023 à Faa pour qu'un homme poignarde à mort le voisin de l'un de ses amis? Le procès d'assises s'est ouvert ce matin au tribunal. La victime, un père de 4 enfants, a été frappé de 13 coups de couteau. Assassinat ou coup de folie, c'est ce que vont devoir déterminer les jurés au cours des 3 prochains jours. Laure Philibert et Sam Teinaouri ont assisté à cette première journée. L'auteur de 13 coups de couteau sur un riverain de Faa a-t-il tué sa victime intentionnellement? La lucidité de l'agresseur et la préméditation sont au cœur de ce procès, ouvert ce lundi. Les faits se sont déroulés ici, au quartier Socredo de Faa. Les 2 hommes avaient régulièrement des différends concernant les chiens de la victime, virulents envers les passants. Mais comment, un matin de janvier, l'accusé qui rendait visite à un ami a fini par attaquer sauvagement le voisin de ce dernier? La violence de l'attaque interpelle, d'autant que la sœur de l'auteur des coups décrit une famille normale qui va à la messe tous les dimanches. Donc véritablement, par rapport à ces troubles psychiques et neuropsychiques, lesquels ne sont pas contestés, de déterminer la nature de ces troubles et de déterminer dans quelle mesure ils ont pu soit totalement le rendre irresponsable pénalement, soit le rendre partiellement responsable de ces faits. Bipolaire, l'accusé ne prenait plus son traitement et consommait régulièrement du pacalolo. Traumatisé par un accident de la route, il est, depuis, psychologiquement fragile. Connu des services de police pour faits de violence et plusieurs fois interné, il est fasciné par le chiffre 7, la fin du monde et l'ésotérisme. Le matin du meurtre, il a avec lui 2 grands couteaux de cuisine. Il s'abat sur sa victime sans dire un mot. À l'annonce de la mort de ce dernier, il déclare « Tant mieux, je ne le verrai plus ». C'est beaucoup 13 coups de couteau. C'est effectivement un certain acharnement, à mon sens. C'est quelqu'un qui est dangereux, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas croiser, qu'il faut éviter de croiser, sinon on peut mourir comme est mort ce pauvre père de famille. Il n'avait rien demandé ce jour-là. S'il est jugé responsable de ses actes, l'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En bref, à présent, cette baisse du prix des hydrocarbures à l'approche des fêtes de fin d'année, le Conseil des ministres a décidé de baisser de 5 francs le litre de l'essence sans plomb et du gazole à la pompe. Une diminution du prix effective à compter d'aujourd'hui.
5 jours après le drame d'Haïti, la solidarité est en marche à Tayarapou-Est. Ce matin, vous étiez nombreux à faire don de vêtements, de denrées alimentaires ou encore d'électroménagers pour venir en aide aux familles sinistrées par l'éboulement. Une grande collecte solidaire à laquelle a assisté Davidson Bennett. Regardez. La collecte a débuté dès 8h ce matin dans l'une des salles du parc Teaputa, mise à disposition du Rotary Club par la commune de Tayarapou-Est. À peine les portes ouvertes, les premières promesses de dons à numéraire arrivaient déjà, notamment par virement sur le compte du Rotary Club Tahiti. J'ai déjà reçu l'accord pour 2 virements de fonds qui sont arrivés à 8h à l'ouverture. Et il y a déjà des vêtements qui viennent d'arriver. On attend maintenant l'électroménager, si ça pouvait commencer un petit peu. Parce qu'il y a quand même des gens, ceux qui sont relogés dans des pharés OPH. Les pharés OPH sont entièrement vides. Donc ceux qui ont tout perdu, il faut aller jusqu'à la petite cuillère. Du frigo jusqu'à la petite cuillère. Les dons influaient des 4 coins de la presqu'île. Parmi les premiers volontaires du jour, Nélia, de la paroisse Saint-Thomas de Poueux. Habituée des actions solidaires, elle est venue déposer du linge de maison, des chaussures, des vêtements pour enfants et même des jouets à l'approche de Noël pour les familles évacuées ou durement touchées. Je suis de la commune de Poueux, étant donné qu'il y avait eu les éboulements sur la Haïti, et puis on demande toujours des denrées, que ce soit alimentaires, vestimentaires. Et moi, à la paroisse, j'ai toujours été chargée de ça. Donc moi, je récolte pour pouvoir venir aider ces victimes-là. Comme ça peut aider aussi les familles à les habiller. Après, le reste aussi à manger, avec tout ce qu'il faut pour... je sais pas moi, pour la maison, et en plus en plein Noël, ça fait mal, ça fait mal parce que Noël c'est la famille et puis on est là, on doit les aider. Le Rotary Club appelle désormais à la mobilisation de toute la Polynésie française pour soutenir la reconstruction et accompagner les familles dans cette période difficile. La collecte est ouverte tous les jours de 8h à 17h pendant un mois, ici même au parc Teaputa. Voilà, et parmi les 8 victimes de ce terrible drame, 3 seront enterrées demain, mais avant une veillée a lieu en ce moment même à la salle paroissiale de la Mission où l'on rejoint Méré Théato. Méré, on imagine l'émotion sur place. Oui, bonsoir Sophie. Nous sommes actuellement à la salle paroissiale de la Mission. Elle s'est remplie progressivement depuis la fin de l'après-midi. Familles, amis, mais aussi de simples anonymes sont venus se rassembler pour accompagner 3 des 8 victimes de l'éboulement meurtrier qui a bouleversé toute la Polynésie mercredi dernier. Il s'agit du jeune homme et de ses parents qui vivaient dans une des 2 habitations ensevelies. Il aurait eu 35 ans le 9 janvier prochain. Ses amis, l'un de ses amis les plus proches nous disait tout à l'heure qu'il avait des qualités extraordinaires. Il avait toutes les qualités du monde, je le cite. Il n'avait aucune méchanceté, il était d'une douceur infinie. D'après son entourage, ses qualités, il les tenait de ses parents. Oui, Sophie, l'atmosphère est particulièrement chargée en émotions ici. La messe avait débuté à 18h et elle a été présidée par le père Marcel. Elle vient de se terminer à l'instant. Sur les chaises, beaucoup d'émotions, on voit des proches très éprouvés, mais aussi une grande solidarité, beaucoup de regards, de mains tendues, des échanges silencieux. À l'extérieur, les habitants ont tenu à apporter des bouquets de fleurs en hommage. Le choc reste encore très vif, d'autant que l'éboulement est survenu si brusquement. Les autorités communales et plusieurs élus, et même notre président Moïté Broderson, sont également présents ce soir pour soutenir les familles. En ce moment même, notre président est en train de rendre un hommage à ces victimes. Demain matin, un dernier hommage leur sera rendu lors de l'inhumation prévue au cimetière de l'Uranie, au 9e étage, à 10h. Ce soir, la communauté s'est réunie pour partager la douleur, mais aussi pour accompagner les familles dans cette épreuve particulièrement difficile.
L'émotion est palpable, Sophie, et elle s'accompagne aussi d'un grand élan de solidarité, comme on en voit souvent dans les moments dramatiques ici, en Polynésie. Merci beaucoup Méré Théato de nous avoir fait vivre cet hommage religieux aux victimes du drame d'Af Haïti et merci à Julien Otoutou derrière la caméra. On évoque à présent la journée internationale des personnes en situation de handicap. Elle se tiendra demain à la présidence. La matinée sera consacrée aux échanges avec les associations, avec des débats, avant des débats ouverts au public l'après-midi. Plusieurs annonces seront attendues, notamment sur le transport et l'emploi, 2 freins majeurs à l'insertion des personnes en situation de handicap. On en parle plus en détail avec vous, Nathalie Salmon-Udry. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir sur le plateau de TNTV. Vous êtes la déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion. La journée internationale des personnes en situation de handicap sera célébrée officiellement mercredi 3 décembre. Chez nous, eh bien, ce sera un jour plus tôt à la présidence. Oui, alors permettez-moi juste d'avoir une pensée pour les familles qui aujourd'hui vivent l'épreuve des funérailles. C'est un moment difficile, donc toutes mes prières les accompagnent. Alors oui, la journée de demain commencera à 7h30 pour terminer vers 16h30. Alors pourquoi ce décalage? C'est que le mercredi, nous avons Conseil des ministres, donc on ne pouvait pas se dédoubler, donc c'est un moment que le gouvernement a à cœur, et là la présence des ministres est confirmée. Et donc il était important de la faire demain donc à la présidence. Comment est-ce qu'elle va s'articuler concrètement cette journée? Alors très vite sur la matinée, nous avons gardé le moment sacré des associations, parce qu'il est important de saluer le travail fait, mais là où je voudrais insister, c'est notamment pour l'après-midi, où là j'invite la population à venir, parce que ça sera des débats conférences ouverts au grand public. Nous avons retenu 3 thématiques. La première va parler des handicaps invisibles. Aujourd'hui, on n'entend pas parler et ça crée beaucoup de frustration et de rejet par rapport aux jeunes touchés par ces handicaps-là. La deuxième thématique, c'est le deuil autour d'un handicap, car si on ne fait pas le deuil, on ne construit pas sa vie. Et la troisième thématique, c'est une thématique qui revient souvent, c'est quel avenir après les parents. Donc là, c'est vraiment... Toutes les familles sont invitées demain, tout le public est invité finalement, tout le monde est concerné déjà par le handicap. Nathalie Salmon-Udry, plusieurs annonces seront attendues demain, notamment sur le transport et l'emploi. 2 freins majeurs, on le sait, à l'insertion des personnes en situation de handicap. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus ce soir sur ces annonces? Alors, le ministre des Transports terrestres a fait une conférence jeudi dernier pour annoncer effectivement des abris de bus adaptés, des parcours urbains adaptés et 8 bus à plancher bas qui vont arriver, mais pas que. Je réserve une petite surprise demain. Cela a été demandé depuis 2015. Et ce sera désormais chose faite. Est-ce qu'il y a aussi des avancées ou du moins des progressions en termes d'insertion également dans l'emploi? Alors, on ne peut pas parler d'avancées si les freins viennent juste d'être levés. Là, je vais citer le FPTH, où le fonds existe depuis 18 ans, mais sans arrêter d'application.
aujourd'hui c'est fait. Donc on peut disposer du fonds pour adapter des freins, des postes aménagés. Donc effectivement, ces 2 freins-là ont été levés. Et il y a encore du chemin à parcourir. Ben, disons qu'on a déjà un programme. La vice-présidente va prévoir des assises de l'inclusion, chose inédite dans le pays. Donc, petit à petit, on voit des choses se mettre en place. Et ce sera l'occasion d'en parler demain. Nathalie Salmon-Idriss, cette interview malheureusement s'achève. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. TNTV. Merci d'avoir été présente ce soir. Et avant de refermer ce journal, ce retour à cette météo très instable, vous avez bien pu le voir aujourd'hui, Météo France a placé les îles sous le vent et les îles du vent en vigilance orange pour fortes pluies. Les prévisionnistes qui alertent également sur la formation probable d'une dépression tropicale à partir de mercredi, avec des rafales proches de 100 km/h entre An'a et Hereheretue, dépression qui pourrait poursuivre sa route vers Rapa d'ici vendredi. Aucune intensification en dépression tropicale forte ou en cyclone n'est pour l'heure envisagée. La population est bien sûr invitée à faire preuve d'une très grande vigilance. C'est donc ainsi que se termine ce journal du lundi 1er décembre. À suivre, Toufenouat Ouora vous propose un documentaire spécial avec la chef pâtissière Nina Métayer. Juste après, on ouvre une première case du calendrier de l'Avent avec Maria Tabaner qui nous dévoilera chaque soir jusqu'à Noël une recette sucrée. Et ce sera suivi enfin de 2 nouveaux épisodes de House of Cards. On se quitte ce soir sur un extrait du Hura Tapairu 2025. Focus sur la prestation du groupe Toareva en catégorie Mehura. Je vous laisse apprécier. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.